Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Parisot sur cette chaîne YouTube pour nous parler de comment rentrer au Y Combinator. Jonathan, bonjour. Bonjour Gabriel, merci de m'accueillir. Merci de prendre le temps. Jonathan est donc le fondateur d'ActionDesk. Ils viennent d'être acceptés au Y Combinator. Félicitations. Merci beaucoup. Il va nous expliquer comment faire. Il va nous dévoiler tous ses secrets. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne ratez aucune vidéo avec des conseils précieux et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Donc Jonathan, rebonjour. Tu viens donc d'être accepté au Y Combinator. À nouveau, félicitations, merci. Évidemment. Je suis particulièrement heureux que tu aies été accepté au Y Combinator puisque avec Léonis, on avait investi dans ActionDesk fin 2018 et donc début 2019, cette annonce tombe. Grâce à toi. Hein. Voilà, 100% grâce à moi, uniquement, Évidemment. on est bien d'accord. Donc l'idée, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est probablement quelqu'un qui nous regarde, qui se dit, bah ok, lui il l'a fait, moi je suis entrepreneur, je viens de monter ma boîte, je voudrais moi aussi rentrer au Y Combinator. Comment je fais? Alors on va peut-être commencer, si tu veux bien, quand même pour donner un peu de contexte, par te présenter ta boîte. Ouais. Et puis si tu veux bien aussi présenter rapidement le Y Combinator, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis après j'espère que tu vas nous donner la solution, le moyen, tout comment faire. Ok, ça marche. Donc du coup, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle ActionDesk il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Ce qu'on fait à ActionDesk en 2 mots, c'est qu'on permet à des équipes non techniques d'entreprise de construire des automatisations sans avoir besoin de coder et seulement en utilisant une connaissance qu'ils ont déjà, qui est leur connaissance des spreadsheets, donc que ce soit Google Sheets ou Microsoft Excel. Donc t'es Zapier meets Excel. Voilà, exactement. Un peu. Une rencontre entre Zapier et Excel, exactement. Pour simplifier, je sais que c'est plus... C'est une bonne façon de le définir. Si vous connaissez Zapier, c'est effectivement un bon moyen de le voir. Ok, super. Donc voilà, Y Combinator, c'est quoi? Très rapidement, c'est un accélérateur de start-up. Donc c'est un programme de 3 mois qui a été fondé au milieu des années 2000 par un entrepreneur de la Silicon Valley légendaire qui s'appelle Paul Graham. Si vous ne connaissez pas, allez voir son blog. Il y a énormément d'articles extrêmement intéressants et c'est vraiment un peu la Bible, De l'entrepreneur. de l'entrepreneur. Ouais. Donc c'est un accélérateur dans la Silicon Valley, c'est ça que tu n'as pas dit? Exactement, Voilà. dans la Silicon Valley, donc basé à Mountain View, et donc ça fait un peu plus de environ 15 ans que ça existe, et des entreprises qu'on connaît tous maintenant sont passées par là, comme Airbnb, comme Dropbox, Stripe, et on pourrait continuer la liste pendant assez longtemps. Ouais, Twitch, c'est une fabrique, voilà. Et d'ailleurs Paul Graham, je crois, n'est plus maintenant impliqué au quotidien dans... Tout à fait, ouais. D'accord. Il est plus opérationnel. D'accord, donc ce que tu ne dis pas, parce que tu es modeste, c'est que c'est hyper compétitif. Pour rentrer, il y a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de boîtes qui postulent chaque année. Je ne sais pas si on a les chiffres exacts, D'accord. mais c'est au moins dans les 5-10 000 minimum. Ouais. Probablement même plus que ça. Probablement, ouais, plus que ça. Et ils en acceptent, alors au début ils en acceptaient une dizaine, et maintenant Ouais. c'est une centaine à peu près, c'est ça? Bon, ouais, maintenant ils ont vraiment scalé ça, et donc il y a 2 batchs par an, un l'hiver, un l'été, et il y a environ 200 entreprises, 200 startups à chaque fois. 200 startups, donc bon, ça fait encore beaucoup de monde, mais ça reste quand même hyper sélectif. C'est assez sélectif. Donc bravo, on applaudit Jonathan très fort. On a postulé 4 fois avant d'ailleurs. Alors Avant raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Donc tu as postulé 4 fois, tu as été rejeté 3 fois. Voilà. Et Tout à fait. eux, je crois même qu'ils t'invitent à revenir. Enfin, ils sont contents que tu reviennes postuler, même si tu as été rejeté, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc on peut peut-être décrire le process de Vas-y, sélection ouais. rapidement. Donc la première étape, c'est un formulaire de candidature, donc avec un certain nombre de questions standards qu'ils fournissent. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, si on est pris, c'est éventuellement un appel intermédiaire avec un de leurs partenaires. Et ensuite, la dernière étape, c'est un entretien en personne, donc à Mountain View dans la Silicon Valley, qui dure 10 minutes. 10 minutes. On a environ 1000 entreprises qui font le déplacement pour un entretien de 10 minutes. C'est incroyable. Donc là, tu reviens de Mountain View, t'étais... Tout à fait. D'accord. On a fait le déplacement, donc Incroyable. ils remboursent le déplacement, donc ça c'est assez... Même c'est si t'es assez pas fair. accepté? Même si t'es pas accepté, ouais. Ah ouais, c'est chouette. Donc C'est sympa. ouais, c'est... Parce que oui, j'allais dire, donc tu y vas pour 10 minutes, c'est vraiment 10 minutes de ta vie. Ouais. Et tu sais même pas, ça se trouve, tu y vas pour rien.
Tu peux y aller pour ne pas être pris, effectivement. Tu sais combien donc à chaque phase, d'abord il y a le formulaire, et là t'es pas sûr d'être retenu pour l'appel intermédiaire. Ouais. D'accord. Tu sais par exemple sur la dernière phase, ceux qui font le déplacement, combien il y en a sur les 200 qui vont être pris? Il y en a plus de 1000, tu disais? On avait estimé à peu près 1000, en fonction des slots de calendrier qu'on voit. Donc ils ont déjà bien réduit, quand même pas mal. Ok. Et du coup, nous, pour la petite histoire, on a candidaté 4 fois. Les 2 premières fois, on n'a pas du tout passé la première étape. D'accord. Donc c'était juste un non Direct, non. Ouais. 3e fois, on a eu un appel. Ils nous ont dit D'accord. votre candidature a l'air intéressante. Est-ce qu'on peut s'appeler? On était super Mais ils contents. vous ont pas convoqué. Mais ensuite, d'accord. voilà, on n'a pas été convoqué en personne. C'est génial. Ok. Et la dernière étape, on a eu le call, on a eu l'entretien en personne, et cette fois-ci, c'était bon. D'accord. Bon, félicitations. Donc t'as pas eu le cas où tu t'es déplacé à Mountain View pour rien? Non, D'accord. heureusement. Et il y en Ça a. doit arriver. J'ai rencontré quelqu'un qui le faisait pour la 2e fois, qui était venu aux entretiens pour la 2e fois, qui s'est fait refuser une 2e fois aux entretiens. Waouh. Effectivement, ça doit être plutôt frustrant. Bah ouais, surtout s'ils te font venir jusqu'à l'entretien, qu'ils te font revenir une 2e fois jusqu'à l'entretien, tu dois te dire ils ont compris que cette fois-ci ça valait le coup, quoi. Putain, ça doit pas être facile. Ok. Ils sont intéressés, je pense que s'ils vous invitent, c'est qu'ils sont intéressés, mais après c'est Mais compétitif. sur place, ils sont pas assez convaincus, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc, bien sûr, je précise, tu as postulé 4 fois pour le même projet, qui est Action Desk. Pour le même projet, ouais. Donc depuis 2 ans en fait, puisque c'est Voilà. tous les 6 mois. Donc tu as fait 4 candidatures sur 2 ans glissants. Tout quoi. à fait, ouais. D'accord. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ils encouragent à recandidater. Et je pense que pour eux, c'est aussi un signe de quelqu'un qui, c'est pas un projet de 2 mois où la personne peut abandonner très vite après. Si quelqu'un déjà est depuis 2 ans sur le projet, c'est qu'au moins ils ont la niaque. T'as de la Ils ténacité, vont pas ouais. abandonner. Et ça, c'est quelque chose qu'ils regardent beaucoup. Ils disent toujours que ce qui est le plus important, c'est l'équipe et pas forcément le projet. D'accord. Ça c'est ouais. C'est assez célèbre que quand ils ont interviewé les fondateurs d'Airbnb, ils croyaient pas du tout dans l'idée. C'était l'idée d'Airbnb? C'était l'idée d'Airbnb. Putain, c'est dingue. Et apparemment Paul Graham aurait essayé de les convaincre de changer d'idée pendant l'entretien. De 10 minutes? De 10 minutes, ouais. Putain, c'est dingue. Parce qu'ils croyaient Incroyable. pas du tout. Et c'est vrai que c'est très bizarre maintenant de se dire ça, mais à l'époque c'était... on fait un Mais à business où vous ouais. allez dormir sur le canapé. Exactement, sur un matelas d'étrangers, gonflable là, ouais, c'est ça vrai que faisait c'est bizarre. quand même un peu Ouais, bizarre. bien sûr. Et donc ils ne croyaient pas en l'idée, par contre ils ont vu que les fondateurs d'Airbnb étaient non seulement intelligents mais surtout vraiment, vraiment tenaces. Ils se sont dit peut-être qu'on est en train de louper quelque chose et peut-être qu'ils sont vraiment sur quelque chose d'intéressant. C'est incroyable, ça je savais pas. Et tu sais si c'était leur première candidature? Je ne sais pas. C'est non. pas, d'accord. Non, C'est peut-être leur 3e ou 4e. C'est une bonne question. Ouais. Par contre, je sais que c'était vraiment un moment où c'était, je crois que c'était au moment pendant la crise de 2007-2008, c'était un moment où ils galéraient énormément. Ils n'arrivaient absolument pas à lever de l'argent auprès d'investisseurs. Le Airbnb, le business en tant que lui-même n'avait pas encore décollé et c'était très très loin de ce que c'est aujourd'hui. Donc c'était, pour eux, ça a vraiment été game changer de pouvoir rentrer dans YC. Et c'est probablement une des raisons de leur succès. Alors on parle beaucoup de l'accompagnement du YC. Ouais. Avant ça, je voudrais faire une petite conclusion intermédiaire, enfin toute petite, sur la persévérance. Moi ça me fait plaisir que tu parles de ça, j'en parle tout le temps sur la chaîne YouTube. Et si tu es entrepreneur et que tu nous regardes, tu vois que la persévérance ça paye. Tu vois même que donc ça paye non seulement parce que les 3 premières fois que tu te fais rusher, tu peux te décourager en disant bon YC c'est bon, ils veulent pas de moi. 4e fois tu vas être accepté. Et tu vois même ce que dit Jonathan que c'est pour eux même un espèce de critère de dire attends, si ça fait la 4e fois qu'il est là, parce qu'effectivement le formulaire tu peux le remplir en 1 heure, hein. Moi je l'ai fait. Ouais. Donc tu peux tous les 6 mois revenir et avoir une idée différente. Tu bosses dessus depuis 2 semaines avec des potes. Que effectivement si ça fait 2 ans et 4 fois que tu remplis le même projet, eux ils doivent le voir, ils doivent dire ah oui Pariso de France, c'est toujours Ouais. Action Desk. Ils doivent se dire ok le mec il est persévérant et pour eux c'est un critère. Ouais. Ça c'est vachement bien. C'est vraiment très très cool. Et là-dessus, sur la persévérance, ce qu'ils disent souvent, c'est qu'eux, ils chassent pas les licornes, mais les cafards. Ouais, c'est eux qui disent ça. Hein. Ouais. C'est un truc qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Vas-y, explique-nous ce que c'est. Du coup, le principe du le cafard, c'est un animal qui résiste à tout. Hein. Même à un holocauste nucléaire, les cafards seront encore là. Et notamment, on parle beaucoup des fondateurs d'Airbnb parce qu'ils ont passé 3-4 ans alors que le business ne décollait pas, alors qu'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils n'avaient pas levé. Mais ils ont résisté jusqu'à que ça décolle. Et du coup, le cafard, c'est l'entrepreneur cafard, c'est celui qui va... C'est moins cool que licorne, c'est sûr. C'est moins sexy. Ouais, moins sexy. Ouais. Mais c'est celui qui résiste à tout. Mais c'est plus solide. Et voilà, ça va...
ça va résister aux périodes de galère. C'est une question qu'on se pose souvent en tant que business angel, parce qu'on est de plus en plus confronté à des boîtes qui ont besoin par exemple de financement tous les 18 mois. Et moi je me pose souvent la question, qu'est-ce qui se passe s'ils n'arrivent pas à lever de l'argent au bout de 18 mois? C'est une question que je pose, je te l'ai sûrement posée quand on s'est rencontrés. Et c'est intéressant d'avoir effectivement des gens qui disent on est capable de survivre même si on n'a pas notre série A, notre série B. C'est des cafards, entre guillemets. C'est pas le scénario idéal, mais on va pas en abandonner pour longtemps. Bah ouais, parce que moi d'un point de vue investisseur, si tu arrêtes, mon investissement c'est poubelle. Que si tu es capable de survivre, même si t'as pas la même croissance. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un truc, une question qu'on se pose souvent. On est depuis pas mal d'années dans une période, depuis 2008, une période quand même pas mal de croissance, économiquement ça va, etc. Ouais. Et moi je me pose la question, qu'est-ce qui se passe quand on a comme une crise de 2001, en 2020, 21, 28, on sait pas. Ouais. Lesquelles de mes startups vont mettre la clé sous la porte. Voilà. Donc ça me fait plaisir. Donc selon Y Combinator, tu es plutôt un cafard. Ça c'est cool. Visiblement. Alors l'accompagnement de Y Combinator, il est réputé aussi parmi les meilleurs au monde. C'est-à-dire que c'est aussi pas pour rien qu'ils ont sorti ces géants-là. Ouais. Tu peux nous en dire plus de ce que t'en sais? Bon, tu nous en diras plus quand tu l'auras vécu, bien sûr. Mais... Tout à fait. Alors l'accompagnement est assez léger dans le sens où ce qu'ils veulent surtout, c'est que les équipes passent du temps à travailler sur leurs produits et à parler à leurs clients ou potentiels clients. C'est toujours les deux choses qu'ils nous disent de faire. Ensuite, l'accompagnement, c'est quoi? C'est ce qu'ils appellent les dîners, donc une fois par semaine, où avant le dîner, on se réunit avec un groupe d'autres entrepreneurs du batch et on va échanger sur quelle était notre croissance sur la semaine passée, quels ont été nos challenges et éventuellement s'entraider sur des challenges qu'on a peut-être eu au commun dans le passé. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, il y a le dîner. Donc c'est un dîner avec les autres entrepreneurs et souvent une personnalité du monde de l'entrepreneuriat des startups. Et s'il faut savoir, ça fait 15 ans que Y Combinator existe, donc maintenant ils ont un réseau dans la Silicon Valley impressionnant et rien que le réseau des alumni avec les anciens, c'est assez fou. Et donc notamment le fondateur d'Airbnb, le fondateur de Dropbox, ils viennent ces gens-là parfois? Ouais, totalement. Ça, c'est incroyable. Alors encore une fois, moi, on l'a pas encore fait. Mais, tu nous enverras un selfie. Voilà, évidemment. Mais oui, ces gens-là peuvent venir et aussi d'autres. Je parlais à un ancien de YC qui l'a fait il y a 1 ou 2 ans où il a dîné avec Mark Zuckerberg. Évidemment pas en face à face. Ouais, c'est quand même, c'est sympa. Mais en groupe et. Ok, très chouette. Et alors, mais je suis hyper surpris, je découvre, j'entends beaucoup parler de YC depuis longtemps, ça je le découvre. Il y a que ça en fait comme accompagnement. Le reste de la semaine, tu es quasiment livré à toi-même. Tu es quand même sur place, tu es dans les locaux du Y Combinator. Tu es sur place, il n'y a pas de locaux, donc nous, la plupart des équipes, et nous c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a une maison qui est juste à côté. On va être toute l'équipe dans la maison, on va bosser de là. D'accord, oui, c'est très très Silicon Valley. C'est très très Silicon Valley, c'est exactement la série. Okay. Au-delà des dîners, il y a ce qu'ils appellent les office hours. On peut demander à un des partenaires de Y Combinator, qui ont chacun leur propre expertise, un call ou une rencontre d'une demi-heure, de 40 minutes pour parler d'un challenge en particulier qu'on a. D'accord. Si tu es bloqué, tu dis on appelle, on avance, on débloque. C'est ça, mais ça c'est plus on demand. D'accord. Bon, j'espère que tu pourras en profiter, bien sûr. Bien sûr. Cool. Vraiment très très intéressant et bien sûr, à nouveau bravo d'être entré. Alors, maintenant, donc, en reprenant la personne si tu nous regardes, tu te demandes, ok, Y Combinator, ça a l'air génial, Jonathan il y a été, donc est-ce que tu pourrais commencer à nous livrer certaines clés pour rentrer? Donc on a vu que la première c'était la persévérance, est-ce qu'il y a d'autres grands thèmes, grandes idées, des choses qu'ils recherchent vraiment? Et puis dans un deuxième temps, peut-être qu'on parlera de petites astuces, tu m'as dit qu'il y avait des petits tricks un peu plus précis, mais déjà, dans les grandes lignes, finalement, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent des gens persévérants, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, la base c'est, ils veulent des startups qui peuvent, entre guillemets, dominer le monde. Donc dominer un marché qui va être important. C'est-à-dire être les leaders et sur un marché qui n'est pas trop petit, c'est ça? Voilà. D'accord. Okay. Après, alors ceci étant dit, ils ne se concentrent pas tellement sur le marché. C'est ce que je disais, c'est que, et en tant qu'investisseur, tu dois bien le savoir, c'est très difficile d'estimer un marché qui est en train de naître. Le marché d'Airbnb ou de Uber au départ, ça paraissait minuscule et on sait maintenant que c'est énorme. Donc ils ne se concentrent pas à regarder des chiffres de marché de Gartner ou du BCG. Par contre, il faut quand même qu'ils croient dans l'idée. Mais encore plus dans l'équipe. Donc ils veulent une équipe qui est soudée, qui idéalement se connaît déjà avant le projet,
qu'ils aient bossé ensemble dans une entreprise où ils étaient employés, qu'ils aient déjà essayé de monter un projet ensemble, qu'ils se soient rencontrés lors de leurs études à faire des petits projets ensemble à ce moment-là. Ils adorent ça parce que pour eux, un des plus gros risques d'échec d'une startup, c'est en fait on s'entend pas bien, on n'est pas aligné, on n'a pas vraiment la même vision, pas les mêmes envies. Donc ça, ils essaient de réduire ce risque au maximum. Après, ils veulent des gens extrêmement ambitieux. C'est bien ça. Oui, c'est bien. Eux, c'est des investisseurs quand même. C'est un accélérateur, mais. Et puis en plus américain, donc les Ricains, ils pensent que à la domination mondiale, quoi. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc ils veulent pas, je veux faire mon petit potager dans mon coin. Ils veulent un mec qui dise, moi je vais dans 50 pays, je vais tout défoncer. D'accord. Ouais. Et à part quelques rares exceptions, si vous êtes une start-up en France qui attaque seulement le marché français. C'est mort. A priori, c'est mort. À moins que ce soit vraiment un énorme marché. Oui, alors je précise que chez Action Desk, vous avez dès le début fait un produit en anglais et dès le début attaqué le marché mondial. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez au moins la plupart de vos clients, la majorité qui sont aux États-Unis, non ? C'est ça. Donc, pour eux, vous êtes français, c'est juste une question de peu importe, mais en fait, vous êtes worldwide, quoi. Ouais. Pour eux, c'est assez important que l'ambition soit worldwide, même s'il y a certaines startups qui vont être concentrées sur l'Inde ou l'Amérique du Sud, mais ça reste des marchés très hauts. Plus gros que la France. Plus gros que la France. Donc très grosse ambition. Équipe qui se connaît d'avant, c'est un plus. Vraiment, d'accord. Voilà. Ok. Ensuite, de toute façon, la base, si vous voulez rentrer à YC, c'est de faire un business ambitieux et qui fonctionne, qui commence à montrer de l'attraction, de la croissance, que ça soit en termes de chiffre d'affaires ou d'usage, de nombre d'utilisateurs. Le motto de Y Combinator, c'est make something people want. Donc faites quelque chose que les gens veulent. Donc il faut démontrer une traction. De toute façon, moi en tant qu'investisseur, je me bats toute la journée. Tellement de gens qui me contactent et qui n'ont pas de traction et je leur dis mais comment tu veux que j'investisse ? Donc ok. Ouais, une preuve que c'est quelque chose que les gens veulent et que c'est pas une espèce d'idée qu'on a eu un jour. Et du coup, ils aiment particulièrement les fondateurs qui vont résoudre un problème qu'ils ont eu eux-mêmes. D'accord. Parce que ce qui est ton cas. Ce qui est mon cas, ce qui est notre cas, parce que déjà, en général, si c'est un problème que vous avez vécu, vous êtes parmi les mieux placés pour le résoudre. Et puis t'es pas forcément le seul à avoir le problème. Voilà. Au moins, ça montre déjà qu'il y a au moins une personne qui a le problème. Et au final, c'est comme ça que ça commence. Et eux, ils considèrent que t'es mieux placé pour le résoudre parce que tu l'as vécu. Et donc t'es finalement ton propre client type, c'est toi-même. D'accord. Ouais, c'est intéressant ça. Okay. Exactement. Et après, évidemment, une preuve que d'autres personnes ne veulent. Donc c'est ça par du revenu, par de l'utilisation. D'accord. Donc ça, c'est la base. Et ça, de toute façon, c'est ce que vous devez faire si vous voulez monter un business même en dehors qui fonctionne. Et de toute façon, il ne faut jamais se dire je monte mon business que si je vais faire YC. Il faut monter son business et si on l'a, c'est un plus. Oui, toi, tu aurais continué sans YC, évidemment. Évidemment. Bah oui, d'accord. Oui, c'est pas. On a continué pendant 2 ans. Ouais, c'est clair. Non, mais YC n'est pas une. Ne t'inquiète pas, si tu rates YC, il y a d'autres débouchés, il y a plein de boîtes. Tu citais Uber à l'instant. Uber, ils sont pas passés par YC. Non. Il y a énormément de boîtes qui. Ni Facebook, ni Twitter, ni. Ouais. Je pense qu'on peut même trouver. Il y a peut-être moins de communication là-dessus, mais je suis sûr qu'il y a des entreprises qui ont dû être refusées par YC et qui ont très bien réussi. Bien sûr, évidemment. Donc ça, c'est la base. Ensuite, en termes de petits trucs. Une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la candidature, la base, le formulaire, c'est à la fois des partenaires de YC, il me semble, et des alumni qui vont revoir les candidatures. Ces gens-là, surtout pour les alumni, c'est pas leur boulot, donc ça veut dire qu'ils prennent du temps en dehors de leur boulot qui est en général d'être CEO d'une startup, donc c'est les gens occupés. Qui vont du coup se prendre 2-3 heures et qui vont en faire quelques centaines. Et du coup, ils vont vraiment passer quelques secondes, quoi. Quelques minutes max. Donc, première chose, c'est il faut pas blablater. Il faut que ça soit très court. Straight to the point. Très bref. Straight to the point. Ne rajoutez pas de détails inutiles. Vraiment, il faut être dans cet état d'esprit où je veux qu'en 2 secondes, il y a une réponse. En 2 secondes, il a compris la réponse. Donc vraiment, je prends l'essence de ce que je veux transmettre et je le mets en quelques Un bon travail de style pour minimiser le... D'accord, c'est comme Twitter. Comme Twitter, et puis comme quand on pitch aux investisseurs aussi, faut vraiment
Ok, super. Donc ça, c'est vraiment le plus C'est un important. t'avais fait cette erreur la première fois, t'avais blablaté? Peut-être, ouais, je pense. Je pense que si je reprends une autre première candidature, clairement. D'accord, ouais, c'est intéressant. Clairement. Et c'est un moment où personne ne m'avait conseillé sur comment ça se passe, donc on se dit allez, on donne autant de détails que possible. Non, faut être. Il te limite pas dans la taille des réponses? Oui, il te limite, non. mais Il y a peut-être une limite, mais longue. Parce qu'après, ils veulent aussi laisser la possibilité sur des sujets particuliers. Si vraiment il y a beaucoup d'éléments à donner, il faut aussi savoir les donner à ce moment-là. Bien sûr. Mais il ne faut pas le faire sur toutes les questions. D'accord. Faut se concentrer sur où est-ce qu'on prend en fait leur attention et leur temps. D'accord. Oui, c'est logique. Et ça, au final, ça vaut aussi pour les entretiens, sachant que l'entretien, qu'il soit téléphonique ou en personne, c'est 10 minutes. Et encore une fois, il faut que ces gens-là, c'est des investisseurs. Bon, en soi, ils ont envie d'investir, ils ont envie de se dire, eux, ça va devenir une licorne ou autre. Mais il faut qu'ils aient le plus de points de data. Donc il faut qu'ils arrivent à poser le plus de questions, à lever au maximum leurs doutes. Ouais. Donc si on commence à prendre 2 minutes sur une question qui est en fait pas très importante, en fait, on perd l'opportunité de lever d'autres doutes, de répondre à d'autres questions. C'est le coup d'opportunité. C'est-à-dire que si tu commences à te présenter pendant 3 minutes, il t'en reste 7 et c'est fini, quoi. Il pourra pas. Ouais. Exactement. Donc c'est marrant, tu as beaucoup étudié en fait la psychologie de l'investisseur. Visiblement. Naturellement, naturellement. En fait, on comprend au fur et à mesure, et c'est vrai que c'est pareil en fait avec d'autres investisseurs. On veut transmettre le plus d'éléments, mais quand on a une contrainte qui est artificielle, telle que celle qu'il y a avec YC, il faut être le plus bref possible. D'accord. Donc être bref, respecter le temps et aller à l'essentiel et parler des points importants. Super. Exactement. Et pareil sur les entretiens, ils en font. J'avais vu le calendrier des partenaires, ils en font, je sais pas, 40-50 par jour. Quel enfer! Et ensuite, le soir, ils se réunissent parce qu'ils donnent une réponse le soir même, ça je l'ai pas mentionné. Ils donnent la réponse le soir même, après l'entretien. Wow. Donc ça c'est sympa du côté d'entrepreneur, si au moins on est fixé et on peut passer à autre chose dans les deux cas. Mais du coup, ça veut dire qu'après les entretiens, ils repassent encore 2-3 heures à discuter entre eux, à décider, à appeler. Ils appellent tous les fondateurs qui sont pris. Donc ils passent 3-4 minutes avec toi au téléphone pour te dire voilà, on investit chez toi. D'ailleurs, j'ai une petite histoire là-dessus. Ah bah vas-y. C'est que donc ils appellent si t'es pris, si t'es refusé, ils t'envoient un email. D'accord. On sort de l'entretien, on demande, on aura une réponse à quelle heure. On nous dit 21h au maximum, vous avez une réponse. Ok, du coup nous on allait dîner, prendre quelques verres. 21h pas de réponse, 22h pas de réponse, 23h pas de réponse. Donc là tu consultes ton mail, tu dis mais j'ai rien quoi. Ouais, bien sûr, j'ai activé les notifications de mon email, ce que je ne fais jamais. Ouais. Donc à chaque nouvel email, tu dis ah non. Ouais, ah oui, ça vibre. Ouais, d'accord. En fait, tu te prends le spam de je ne sais pas quelle boîte. Tu prends une pub pour des chaussettes et c'est C'est putain. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, à 23h, je lui ai réécrit un mail en disant qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous nous avez oublié? Ok. Pas de réponse. Minuit et demi, on était crevés, décalage horaire, etc. Donc on se dit bon, on va se coucher, on verra demain. Tu laisses le portable allumé? Alors même pas, j'étais ouais. J'étais en train de checker mon portable une dernière fois avant de le mettre en mode avion, avant d'aller me coucher. Et là, je vois un email. Et je me dis et je vois YC, je me dis ah merde. Ouais. Et en fait, donc c'était un des partenaires qui nous avait interviewé qui me dit je suis vraiment désolé, je vais t'appeler, mais il s'est passé plein de trucs, du coup j'ai pas pu t'appeler, mais c'est bon et je t'appelle demain matin. Waouh, putain, ouais, donc une soirée anxiogène. Une belle sueur. Incroyable. Ouais, en plus toi tu vois le mail et donc le mail ça voulait dire que le refus normalement. Donc, exactement. Tout de suite tu te dis l'ascenseur émocionnel que tu as dû vivre. Ils sont censés t'appeler si t'es pris, t'envoyer un email si t'es pas pris. Nous ils nous ont envoyé un email pour dire qu'on était pris. D'accord, putain, dingue. Et le lendemain matin ils t'ont appelé. Et voilà, le lendemain matin ils nous ont appelé pour vu qu'ils investissent, donc ils investissent $150 000, ouais. Ils confirment avec toi que tu es d'accord avec les conditions d'investissement, ils t'expliquent un peu comment ça se passait. Et voilà. Ouais, putain, c'est sacrée soirée que tu as dû, dû vivre, ouais, putain, incroyable. Plus sympa quand c'est dans son Slack dans l'autre. Oui, ça se termine bien, exactement. C'est que tu reçois un mail à minuit et demi avant d'aller te coucher pour dire en plus vous avez passé une soirée de merde et ça fait 4 heures que vous attendez et vous n'êtes pas pris. Ouais, c'est clair. Ok, putain, cool. D'accord, très marrant. Ouais, donc ça, ils te le disent tout de suite. Ok. Et alors, donc ils investissent $150 000 et juste par curiosité, je sais plus, j'ai dû le savoir à une époque. C'est la même valo pour tout le monde, c'est ça? Exactement. Ouais, tu peux pas négocier, hein, c'est ça? Impossible de négocier. C'est des termes qui sont des conditions standards pour tout le monde, et donc c'est $150 000 pour 7% de. Ah d'accord, c'est même pas une note convertible, c'est 7%. C'est une note convertible, mais à 7%. Pour prendre 7%. Ouais. D'accord. Quelle que soit la valeur de la conversion. Ouais.
Ah, c'est marrant. Ok. Bon, bah, très bien, mais a priori, oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais, clairement. Cool. Oui, bah, en France, on a The Family qui est spécialiste de ça et qui prend maintenant 5%. Ouais, c'est ça. Et qui, enfin, je sais pas, pour toi, il serait comparable? Non, c'est quand même pas la même chose, on est d'accord. C'est différent. Et d'ailleurs, The Family le dit eux-mêmes, c'est que eux, ils pensent que ce système de batch, parce que donc c'est un batch, c'est un programme de 3 mois. L'issue de ça, c'est ce qu'ils appellent le Demo Day. Ouais. Donc où on présente, toutes les startups présentent à tous les investisseurs de la place, donc de Silicon Valley. Et de plus en plus des investisseurs étrangers également. Donc là, c'est vraiment l'opportunité d'avoir tous les contacts qu'on veut pour ensuite partir en levée de fonds. Et très souvent, les startups de Y Combinator closent leur levée en quelques jours. Ouais, j'ai eu l'occasion d'assister à ça, c'est assez... Ah ouais, t'y allais? Non, j'ai pas été, mais j'ai eu l'occasion d'assister indirectement à un... à un moment, j'ai reçu 50 emails en mode ouais, faut investir là et tout. Et en fait, c'était un moment du Demo Day et effectivement, en 3 jours, ça s'est bouclé, c'était extraordinaire. C'était le badge d'avant. Bon, enfin bref, ok, ouais, c'est marrant. Mais du coup, oui, The Family, eux le disent eux-mêmes, c'est qu'ils pensent peut-être aussi parce que l'écosystème d'investisseurs est moins mature que, même si c'est en train de le devenir, moins mature que dans la Silicon Valley, ce système de programme ne marche pas aussi bien en Europe, en tout cas en France. Du coup, un modèle, rien que le modèle est différent, c'est un accompagnement sur la durée, beaucoup plus long. Mais moins intense aussi forcément. Tu penses qu'à terme il voudrait peut-être passer, bon on a complètement dévié du sujet mais c'est pas grave, tu penses qu'à terme il voudrait passer sur un système de batch peut-être quand l'écosystème peut-être sera plus mûr? Je sais pas, faudrait pas confier. Ok, alors revenons à nos moutons. Donc tu disais, moi ce que j'ai retenu qui est vraiment hyper intéressant, c'est vraiment d'être respectueux du temps des mecs et de faire concis. Est-ce que, je voulais te poser la question, est-ce que aussi tu as un espèce de côté, que ce soit par écrit au début ou même pendant l'entretien, un côté, comme ils vont en voir 40 ou comme ils vont en voir 500 en 2 jours, il faut que je fasse un truc pour qu'ils se souviennent de moi? Genre, est-ce que je viens avec une chemise rose à fleurs? Ou est-ce qu'à un moment, je fais un truc complètement dingue, je me lève en plein milieu de la présentation pour qu'ils... Tu vois, est-ce qu'il y a un truc comme ça ou pas, où tu fais hyper standard C'est une bonne question. Nous, on avait pensé à venir avec des t-shirts avec des cafards dessus, justement. C'est marrant. On l'a pas fait pour des questions de logistique. Je pense que c'est des détails. Après, moi, je pense que ça peut toujours être intéressant d'essayer de rester dans la mémoire. Et vous, toi, tu as essayé de le faire du coup, au-delà du t-shirt? Nous, ce qu'on a fait, mais encore une fois, je pense que c'est pas du tout joué, c'est qu'on leur a ramené des macarons à la fin de l'entretien parce qu'on est français, etc. À la fin de l'entretien, on leur a donné à la fin des 10 minutes ou à la fin des 10 minutes. Ah, ça, c'est cool. Là, c'est sûr qu'ils se souviennent. En plus, la bouffe. Je pense qu'au moins, tu t'en souviens. Ouais, tu le manges après, entre 2 entretiens, et du coup, tu t'en souviens. Après, est-ce que ça joue vraiment? Probablement pas, mais... ça joue pas sur la qualité, mais ça joue sur le fait qu'ils se rappellent de toi. Ouais. C'est bien ça, ok. Et t'as remarqué d'autres startups, tout le monde essaye de faire un peu son truc, ou t'as vu d'autres trucs du même genre? Non, on n'a rien vu. On était on y allait vraiment un jour, très concentré sur l'entretien, du coup on n'a pas échangé plus que ça avec les autres. Oui, tu parles à personne, t'es dans ta bulle. Ouais, vraiment. Par contre, sur un peu le même thème, mais plus impactant je pense, ce qui est important c'est de comprendre quelle est ta force. Vraiment, qu'est-ce qui te distingue du reste? Et ça peut être ton expérience précédente si tu as déjà monté une boîte avant, ça peut être à quel point vous entendez bien entre les cofondateurs si vous vous connaissez depuis 20 ans et que vous avez grandi ensemble, ça peut être la traction, si vous avez vraiment une traction de folie, ça peut être ça. Mais il faut vraiment faut comprendre quelle est la force et comment essayer d'insister dessus du coup. Le mettre vraiment en avant. Hein. Ouais. D'accord. Et du coup pour nous, l'exemple je m'en doutais. Pour nous je pense que c'est le produit. On a une bonne traction, mais sur les 1000 startups de Y Combinator qu'ils ont vu, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup plus de traction que nous. Par contre on a un produit, au premier, on fait une démo d'1 minute 30, il y a un effet waouh. Parce que le produit est beau, il est bien designé, ça fait des choses dont on sait qu'elles sont très difficiles sans nous. Ça résout un vrai pain point, quoi. Ça résout un vrai pain point. Et ça, du coup, nous, on a fait un petit hook à un moment où ils nous ont demandé, c'était après la première présentation qu'on a dit, voilà, nous, on fait ça. On dit, bon, ça marche comment concrètement votre outil? On a dit, bon, est-ce que vous voudriez avoir une démo? On dit, ouais, bien sûr. Donc là, vous avez fait une démo en live? Là, on avait l'ordinateur déjà allumé, déjà sur la page. On l'a fait vraiment super rapidement, je pense 1 minute 30 c'était fait, mais on a vraiment eu, ils étaient contents, on voyait qu'ils étaient impressionnés, même à la fin d'entretien ils ont dit vraiment super produit. Et ça tu as pu le faire parce que tu étais convoqué à l'entretien physique?
Oui. Est-ce que tu avais envoyé une vidéo de démonstration dans ton pitch les 3 premières fois? Ouais, dans le formulaire, ouais. Les 4 fois, tu avais envoyé la vidéo? Ouais, après, la première fois, on n'avait pas de produit. Ah oui. La deuxième, on avait un proto extrêmement basique qui n'était pas complètement pourrave. Okay. La troisième fois, il était un peu mieux, mais il était quand même pourrave. Et là, on avait un produit qui était beaucoup D'accord, plus c'est aussi parce que le produit lui-même a évolué. Bien sûr. Et d'ailleurs, on ne sait même pas s'ils ont pris le temps de regarder la vidéo, parce que comme tu l'as dit, ils sont méga pressés, donc d'accord, peut-être que... Donc ça a joué pour toi sur le côté vraiment... ton petit truc en plus, c'est regarder notre produit, il est vraiment canon, on vous le montre. C'est vrai que c'est toujours vachement bien de montrer physiquement le truc sous les yeux du gars. Ça, ok. C'est ça qui, selon toi, il t'a fait le feedback, il t'a dit c'est ça qui nous a plu? Ou c'est ce que tu as deviné ou... C'est ce qu'on a deviné. Ouais. Ça m'étonne pas. Hein, okay. Mais je pense que c'est vrai. Et c'est aussi, d'après ce que j'ai compris d'Alumni à qui j'ai parlé, c'est aussi ce qu'ils apprennent à faire au démodé. Parce que le démodé, c'est 2 minutes. 2 minutes? Ouais. Ouah, putain. T'as 200 startups sur 2 jours, donc 100 startups déjà 2 minutes, tu fais le calcul, t'es à 100 minutes, ça fait plus de 3 heures. Ouais, putain. Avec les pauses, avec les machins, avec les pauses, brancher le PowerPoint. Ah ouais, c'est dingue. Du coup, c'est ce qu'ils t'apprennent aussi, c'est en 2 minutes, tu peux pas parler de tous les aspects de ton business. Impossible. Donc tu te concentres sur ce qui te rend génial, ce qui te rend unique. Et ça peut être le produit, ça peut être l'attraction. Si t'as revendu une boîte avant, c'est peut-être ça. T'as vraiment 2 minutes pour te vendre aux investisseurs, c'est incroyable. C'est vraiment. C'est pas exactement pour se vendre, mais pour générer l'intérêt. Parce qu'ils vont pas décider d'investir après 10 minutes. Par contre, sur 200, ils vont pas aller parler aux 200 boîtes. Tout le monde, ils peuvent pas. Ils vont aller parler à peut-être 30, 40. Et toi, du coup, il faut que tu sois dedans. Donc t'as d'abord 2 minutes de pitch sur 2 jours, et après, il y a quoi? Il y a des moments de networking où les mecs viennent te voir un par un. Après, ouais, c'est vraiment du peer-to-peer. Ils prennent contact avec toi et tu t'arranges, tu vas les voir, ils viennent te voir. Genre, je pourrais en dire un peu plus. Ouais, absolument. Dans quelques mois. J'ai hâte de savoir ça. Et on aura peut-être la vidéo ou de ton démodé? Non, c'est peut-être. J'ai pas l'impression qu'ils soient filmés les démodés. D'accord. Il faut que je les contacte pour diffuser ça sur Léonis. Carrément. Ok, très cool. Est-ce qu'il y a d'autres points dont tu veux nous parler? Donc sur les petits tricks, tu disais, tu avais commencé en disant il y a plusieurs tricks, et donc tu nous as vraiment parlé du temps. Ouais. Est-ce que ensuite tu as parlé de mettre en avant sa force, son unique, voilà. Il y en a d'autres? Je pense que c'est déjà beaucoup. C'est les choses principales. Il n'y a pas vraiment de petits hacks, de petits tips, ou alors je les connais pas peut-être. D'accord, mais ouais, pour moi c'est ça, c'est surtout la base, c'est faire un business qui fonctionne, qui est extrêmement ambitieux. Et ensuite, effectivement, dans la candidature en elle-même, dans la forme, être très bref. Insister sur tes forces. Sur ses forces, et éventuellement là être un peu moins bref sur les forces, parce qu'il y a vraiment des éléments à transmettre. Mais ouais, je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup de choses. Trop cool. Merci. Je voulais te poser la question. Est-ce que tu sais combien de boîtes françaises sont rentrées au Y Combinator? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Sur ce batch ou en tout de manière générale? Sur ce batch, il n'y a que vous, non? Non. Ah ouais? Alors j'ai pas, c'est pas encore fini. Il y a encore des entretiens, hein, mais je crois qu'on est déjà au moins. Je connais au moins 2 boîtes. Ah d'accord, mais je pensais que c'était encore plus rare que ça. Non, en fait. Il y en a quand même quelques-unes. D'accord. Okay. Et historiquement, je ne sais pas du tout le nombre total, mais il y a quand même des boîtes qu'on connaît maintenant qui, en tout cas si vous êtes dans l'écosystème tel que Front, il y a Screen. Front, d'accord, Screen. Il y a Bulldozer qui est un truc de gestion de chantier. C'est un des seuls que je connaissais. C'est un des seuls dont j'ai entendu parler. C'est vrai que Front, en fait, je ne savais pas qu'ils avaient fait le YC. Donc Front, on connaît évidemment. Il y a Algolia aussi. D'accord, Algolia, d'accord. Ah oui, donc, ok, vous êtes pas. J'ai cru que vous étiez genre dans les 10 premiers. Je me disais. Ah non. Mais c'est pas grave, c'est quand même hyper impressionnant. Hein. Oui. Je te rassure, je t'enlève pas le. D'accord. Il y en a quasiment dans tous les batchs, quelques-unes quoi. Ouais, je pense. Il y en a régulièrement en tout cas. Okay. Sur 200, je pense qu'on aura quand même quelques-unes. Mais en grosse majorité, c'est des Américaines, par ailleurs. J'ai pas le breakdown géographique, mais oui. Essentiellement. C'est en train d'évoluer. De plus en plus, ça c'est un des gros c'est un cheval de bataille de Sam Altman, le président. Le nouveau, hein. Ouais. Il vient de partir en fait. D'accord. Et là, il y en a encore un nouveau. Ouais, voilà. L'ancien nouveau. Mais du coup, oui, c'était très très américain au départ. Et ça s'est vraiment ouvert sur l'international. Donc il y a beaucoup de gens un peu partout, quoi, d'Européens, d'Américains du Sud, d'Asie. Et si je ne m'abuse, de toute façon, quand tu rejoins OIC, là, tu étais obligé de devenir une boîte américaine, hein, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Donc au départ, c'est des boîtes de partout, et in fine, ça devient que des boîtes américaines. Parce que, alors, eux, ils investissent dans 200 boîtes, donc ils ne veulent pas avoir à gérer 40 juridictions différentes. C'est clair. Et en plus de ça, le but quand même, c'est de lever
de faire une levée de fonds au moins en partie avec des investisseurs américains. En sortant, c'est ça. En sortant, ouais. Les investisseurs américains, c'est pareil, ils vont très 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 rarement investir dans une entreprise qui n'est pas incorporée aux États-Unis. Trop cool. Et ben écoute, merci beaucoup de ce témoignage. Merci à toi, Gabriel. Rendez-vous à la sortie. Peut-être si tu repasses un jour par Paris, ce qui n'est pas sûr parce que tu es dans la Silicon Valley. Si, bien sûr. Pour nous faire le. Ou je viendrai te voir dans la Silicon Valley, t'inquiète pas. Pour nous faire le feedback, le post, comment c'était. Carrément. Et puis si tu as des questions autres sur comment entrer au YC, je pense que Jonathan t'a donné une bonne. Franchement, par ailleurs, je trouve que c'est une hyper bonne synthèse de comment faire. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Mais tu peux les poser en commentaire. Puis soit il viendra répondre, soit je lui poserai la question et je te répondrai. S'il n'a pas le temps de venir checker. Il y a énormément de ressources en ligne aussi. Ouais. Toi, c'est comme ça que tu as appris un peu tout ça Ouais. Avec ça, ensuite, il y a aussi un esprit très paid forward dans les alumni de Y Combinator. Donc, paid forward, c'est on aide ceux qui passent après nous. Et du coup. Y compris ceux qui postulent seulement ? Ouais. Au moment des entretiens, vous avez plein d'alumni sur YC, sur Twitter qui proposent lundi, je fais que des entretiens. Je fais que des entraînements aux entretiens pour les candidats. Nous, on a fait un entraînement avec Ryan Hoover, qui est le fondateur de Product Hunt. Comme ça. On lui a déjà parlé, parce que nous, on avait fait un lancement là-bas. Vous le connaissiez, ça. Bon, on le connaissait, on avait changé de mail. Oui, non, mais quand même. Mais surtout, il est très cool, il avait mis ça sur Twitter. Il dit, vous êtes candidat, tenez un lien Calendly avec des slots et venez. Par Skype, j'imagine. Ouais. Oh, trop cool. Donc ça t'a vraiment aidé. Il t'a fait. Ouais. Du coup, il a pris plus que 10 minutes après pour te faire le feedback, etc. On a pris 20 minutes au total, donc 10 minutes où c'était, il nous pose des questions comme si c'était l'entretien, et ensuite 10 minutes où il nous a donné du feedback. J'aime beaucoup, moi c'est une mentalité très américaine, mais toi, je sais que c'est la même chose. D'ailleurs, merci de m'accorder autant de temps. Mais on vit dans un monde où les gens ne sont pas forcément respectueux de ton temps. Les gens, un rendez-vous, ils pensent que ça dure 2 heures. J'aime beaucoup ce truc de dire on prend 20 minutes, on se met une contrainte, mais au moins il y a 10 minutes A et 10 minutes B. Et lui-même, dans les 10 minutes de feedback, il est obligé d'être concis, d'aller à l'essentiel pour t'apporter de la valeur. Totalement. Et ça lui permet de voir beaucoup de monde. Il est obligé, il a un emploi du temps de malade, t'as un emploi du temps de malade, etc. Et ça, j'aime beaucoup. C'est une mentalité très américaine. J'espère qu'on va s'en inspirer, nous les Français. Et du coup, on va mettre fin à cette vidéo puisque ton temps est très précieux. J'avais un dernier point à préciser pour ceux qui nous regardent, c'est il faut que ta boîte tout soit en anglais, j'imagine. De toute façon, tu peux pas faire un produit en français et être accepté au YC, j'imagine. Il n'y a jamais de règle absolue, mais dans l'ensemble, oui. Ouais. Tu connais des contre-exemples ? Peut-être. J'en ai pas en tête, mais j'imagine que par exemple. Il peut y avoir dans certaines circonstances une boîte qui va être que sur le marché français, mais qui est sur un marché énorme. D'accord. Et je pense à Alan par exemple, ils n'ont pas du tout fait Y Combinator, mais ils sont sur le marché de l'assurance santé. C'est un marché énorme, c'est très clair. Ça pourrait les intéresser en fait, même si c'est en français. Ouais, c'est un cas où le marché est tellement énorme et en plus l'équipe est bonne, etc. Où maintenant ils en sont bien plus matures que ça, mais c'est le genre de situation où je pense ça pourrait passer. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un exemple, c'est Paper.Nest, qui à ma connaissance à l'époque n'attaquait que le marché français, qui avait été pris à Y Combinator, ils l'ont refusé. Ah ouais, putain, c'est marrant. Justement parce qu'ils se disaient notre marché il est en France. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas même si c'est Y Combinator, est-ce qu'on va aller vraiment 3 mois aux États-Unis et s'éloigner de nos clients, ce qui est un raisonnement qui se vaut. Oui, toi tu te rapproches de tes clients parce que tes clients sont américains. C'est ça. Trop cool, excellent. Donc bon, a priori quand même plutôt sur l'anglais. Génial. Et ben merci Jonathan. À bientôt sur la chaîne. On attend ton feedback dans quelques mois. Avec plaisir. À bientôt alors. Ciao.